Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la Rafchal Info. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Quels sont les titres du jour? Sommaire. Daniel Craig ne fera pas partie du film Sergent Rock. Le film Hancock pourrait avoir une suite. Robert Downey Jr. refuse qu'on utilise son image après sa mort. Le prochain thriller de Martin Scorsese prend forme. Tout avant de débuter, euh, je tenais également à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. N'hésitez pas également, si vous me voyez en direct sur Twitch ou en replay sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir de réagir avec donc mon invité, dire ce que vous en pensez, etc. Je vous répondrai avec plaisir dans la joie et la bonne humeur. La raison du départ de Daniel Craig du projet reste inconnue. Toutefois, selon The Hollywood Reporter, cela pourrait être lié à des conflits d'agenda avec sa femme, Rachel Weisz. Une autre hypothèse avancée serait la déception engendrée par l'échec financier de Creer et son absence de nomination dans les grandes cérémonies, qui aurait pu le détourner du projet. DC envisagerait de lancer le tournage cet été au Royaume-Uni et serait déjà en quête d'un nouvel acteur. Pour l'instant, le nom qui circule le plus est celui de Jeremy Allen White, connu pour The Bear. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette news. Est-ce que ça vous rassure que Daniel Craig ne soit pas chez DC, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, mais tout de suite, je vais laisser la parole à mon invité que vous connaissez, à savoir Mulder Fox Williams sur Twitch, plus connu sous le nom de Les Dossiers du Cyborgien sur YouTube. Bah, moi, je suis pas. Enfin, c'était. Enfin, c'était juste quand je dis c'était juste, c'était quand même l'acteur qui portait le projet pour le moment, donc qu'il se bat en cours de route. Je veux bien croire que ce soit un problème de planning ou de. Enfin, je suis bien enclin à croire que c'était un problème de planning, parce que comme ils sont comme chez DC en ce moment, ils sont en train de tout planifier. Je veux bien croire qu'à la dernière minute, au moment où lui essaye de gérer sur d'autres projets, il dit oui ou non, ce sera pas possible finalement. Quant à la seconde hypothèse, je ne pense pas. Je connais pas assez de Daniel Craig pour voir si vraiment il serait porté sur la chose. Le fait qu'il est déçu que le mec enfin, grosso modo, que le mec boude et le mec fasse un caca nerveux parce que oh non, finalement, j'ai pas été nominé aux Oscars, oui bon, faites sans moi. Je connais pas assez les mecs pour bien essayer d'écrypter son comportement. Mais sinon, ouais, le problème de planning, ouais, c'est super courant. Je pense que c'est l'option la plus, la plus valable. Parce que ouais, il a un planning. Il est comme tout le monde. Je suppose que ça devait être dans un pays étranger, à son propre domicile. Donc, ouais, il devait avoir faire face. Et peut-être que aussi il voyait pas qu'est-ce que pour le projet pourrait lui donner quoi. Parce que si l'autre c'était le projet aux Oscars, celui-là, ouais finalement je le sens pas. Enfin l'investissement qu'il aurait donné, peut-être que le retour ne lui aurait peut-être été pas si bénéfique pour lui. Enfin il n'a pas retiré autant que ce qu'il aurait voulu. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec un quelconque différent artistique de si Craig chez DCU ou je pense occasionnellement si vraiment il est intéressé, si vraiment DC est intéressé, ils iront le trouver pour d'autres projets. Parce que c'est pour Sergent Rock, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Tu connais Sergent Rock? Non. Je pense que peu de personnes le connaissent aussi. Peu de Enfin, personnes le connaissent aussi parce que, bon, après, voilà, nous connaissons beaucoup de super-héros concernant DC Comics. Après, c'est vrai qu'il y a comment dirais-je, même des personnages qui sont moins connus.
et qui mérite, moi je trouve, être exploré au grand jour, enfin, qui puisse être montré pour le grand public. Contrairement à certaines personnes que j'entends qui disent ouais mais voilà on s'en fout, ce sont des personnages pas importants, mais en fait ils existent. Donc moi je trouve que c'est quand même bien de pouvoir les mettre enfin en live action ou même en animation, de sorte que les gens puissent découvrir le personnage. Après, effectivement, il y a toujours la façon de faire, hein, la façon dont c'est écrit, comme c'est réalisé, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais dans tous les cas, c'est pas parce qu'il y a un personnage qu'on dit ouais, il peut être inférieur à d'autres que forcément il ne doit pas être adapté. Je sais pas si tu es de mon avis, Mulder, mais en tout cas, moi c'est ce que je pense de cela. C'est vrai que j'entends beaucoup d'échos autour de moi concernant certains personnages d'ici Comics, et moi au bout d'un moment je me dis non, c'est pas possible quoi, c'est plus possible. Bah, en fait, le Sergent Rock, pour essayer tu connais le film Juge Dredd? Juge Dredd avec Stallone, tu connais? Le Moyennement. personnage bah, c'est en fait le Sergent Rock, c'est à peu près le même délire que Juge Dredd, mais au niveau des militaires de l'armée. C'est le mec fort en gueule qui en fait qu'à sa tête, qui respecte, qui est psychorigide à mort sur le règlement. Enfin, je crois que c'est ça, hein, Sergent Rock. Et c'est une sorte de Punisher de l'armée, quoi, une Punisher dans l'armée. Et dans les années 90, il me semble que le projet était bien parti pour être, pour avoir Bruce Willis en incarnation. C'est à l'époque des alertes. J'avoue que Bruce Willis dedans, ça aurait pu le faire. Maintenant, il est trop vieux, hein, largement, pour Bruce Willis, et il est plus porté vers les rôles dramatiques, torturés que les personnages forts en gueule. Mais enfin, c'est ça, genre, c'est ça. C'est pour te dans Predator, Schwarzenegger avec son personnage de Dutch, il a fait un simili, il fait un simili, c'est un jeu rock. Donc t'arrives à voir le perso du coup? Non, mais moi, si c'est un personnage, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si c'est un personnage que je connais pas forcément, je dis pas non à une adaptation. Ouais, en fait, le Serge Rock, ça, c'est potentiellement c'est un personnage qui qui est suffisamment solide et intéressant, dans le sens où, c'est le personnage typique qu'on pourrait, il est sorti dans les années 80. Je suis sûr que même si ça aurait été une adaptation euh, pas très pas très ambitieux, ça aurait pu le faire, ça aurait pu marcher. La personnalité du personnage suffit à porter le projet. Maintenant, il faudrait un petit peu plus de background, et de background de DC, pour le rendre intéressant. Maintenant, il faudrait un truc, voilà, il faudrait faire un truc proche de Black Widow, par exemple, où où le personnage seul ne porte pas le projet, c'est vraiment l'univers derrière qui porte le projet. C'est avec Black Widow, tu en apprends plus sur le projet de Black Widow, sur comment ça s'appelle, la Red Murder, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, sur le projet, d'où vient la Veuve Noire. Alors ça, je pense que c'est pareil. Il faudrait vraiment explorer plus en profondeur, pas la mythologie, mais l'univers du personnage pour le rendre intéressant. C'est ce que force Marvel Studios là, c'est que avec Marvel Studios, tu as des personnages qui sont attachants, mais derrière t'as une mythologie, un univers qui est passionnant. C'est ça qui accroche en fait. Donc avec Sergent Rock, ça devrait être pareil. Il faudrait qu'on explore, que tu as le Sergent Rock en personnage principal, mais que tu as une galerie de personnages secondaires aussi qui devraient être euh, accrocheurs, quoi. Ben, grosso modo, James Bond, si tu fais un film sur James Bond, ça c'est ce que j'essaye de dire sur Sergent Rock, si tu fais un film sur James Bond, tu es obligé d'avoir Moneypenny, Q, M, c'est pas James Bond tout seul. Et pour Sergent Rock, c'est pareil, il faut qu'il y ait un petit entourage qui l'entoure, qui permette de porter le projet. Et Daniel Craig, seul, oui, mais il lui faut un bon casting support derrière. Et c'est Ouais, ça que j'attends. très bien. Et donc, merci en tout cas pour tes mots. Et puis c'est vrai que pour le moment, en fait, finalement, excite Daniel Craig. On verra ce que ça va donner dans tous les cas, mais c'est comme je vous ai dit, c'est pas parce que forcément un personnage est inférieur que il n'a pas le droit à des adaptations. Je suis contre ça, le fait, voilà, les gens pensent, beaucoup de personnes pensent cela malheureusement, et moi je peux vous dire alors, moi c'est pas ça le souci.
C'est après qu'il faut avoir un bon scénario, et ça, je pense que même mon invité est d'accord. Il faut avoir un bon scénario, une belle écriture, une bonne réalisation, ce qui est tout à fait normal, car c'est ce qu'on demande aussi à l'heure actuelle. Et voilà, donc, et à l'heure actuelle où est même DC Comics, je pense que c'est peut-être pas le bon moment de faire un Sergent Rock, peut-être dans un Elseworld ou quelque chose comme ça, comme avait été Constantine, même d'autres univers. Dans tous les cas, ça sera intéressant d'avoir des informations supplémentaires concernant ce projet et à voir ce que ça pourrait donner pour la suite. Bad Boys 4 est peut-être un cinquième opus. Je suis une légende 2 et désormais Hancock 2. Will Smith semble plus que jamais déterminé à enchaîner les suites. Un choix qui pourrait frustrer ceux qui espéraient le voir explorer des projets plus originaux ou collaborer avec de grands réalisateurs, d'autant qu'il a quitté le thriller Sugar Bandits de Stefano Sollima en septembre dernier. Invité par le streamer CQC, l'acteur oscarisé en 2022 pour La méthode Williams a ravivé l'idée d'une suite à cette comédie fantastique réalisée par Peter Berg en 2008. Dans ce film, il incarnait un super-héros au comportement douteux, un rôle qui lui avait permis de séduire le public et de rapporter 629 millions de dollars au box-office mondial, juste avant que The Dark Knight ne déferle sur les écrans. Je poursuivrai tous les projets. Il y a une idée très cool pour un Hancock 2 et même si nous n'en avons pas encore discuté, je peux vous donner une information. Zendaya va être approchée pour un rôle dans le film. Will Smith n'a pas précisé quel rôle il envisageait pour elle dans cette suite, ni si Peter Berg reprendrait la réalisation. Ce dernier semble désormais privilégier les plateformes de streaming. Comme en témoignent ses récents projets, le film Spencer Confidential et les séries Painkiller et À l'aube de l'Amérique, plutôt que le grand écran. Tout comme Je suis une légende 2, qui semble toutefois un peu plus avancé, la suite de Hancock est encore loin de devenir réalité. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une idée, aussi prometteuse soit-elle, qui devra d'abord être développée en scénario, validée puis passée par les étapes de pré-production et de tournage. La présence de Zendaya au casting pourrait néanmoins accélérer les choses et apporter un nouvel élan à ce projet que Will Smith évoquait déjà en 2008, quelques mois après la sortie du premier film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Tout de suite, je vais laisser la parole à mon invité pour savoir également ce qu'il en pense de cette potentielle suite, en tout cas du fait même que Will Smith aimerait continuer là-dedans. Ce que je pense d'abord, c'est enfin la vache. Je sais pas si Ah oui, alors comment dire ça sans spoiler. Disons que le dernier acte de Hancock promet du nom, on va dire ça comme ça. Mais en fait, ouvre la possibilité d'une suite. C'est quand moi je regarde le film et je me dis, ok, donc il va y avoir une suite. Et là, on est en 2025. Et je me dis, putain, mais enfin quoi, merde. Il y a des suites tardives de films parce que les précédents volets ont marché un chouette et donc t'as la production qui est pas sûre. Et puis, mais là, le film c'est un gros carton et donc tout le monde se demande. Moi, le premier, je me demandais, mais alors, quand est-ce qu'il remet le couvert, le mec donc ça c'est une chose. Mais alors, je t'avouerai qu'une chose sur encore numéro 1 du coup, c'est que alors moi je l'ai très mal pris le film parce que on arrivait en fin de vague dans les adaptations de ciné. Oui, parce que tu avais alors faut que permets-moi de faire un petit peu quelques recherches du coup. Hancock c'était quelle année? 2008. Hancock c'est 2008. Ouais, donc on est à Spider-Man 3, il était dans le secteur ou pas? 2007. Ouais. Donc on a là avec The Dark Knight comme je l'avais dit aussi. Ouais, donc moi j'avais mal pris parce que je me prenais mal le film parce qu'il y avait un petit côté, on se fout de gueule d'argent qui est en perte de vitesse. Parce que t'avais X-Men 3, grosso modo, les valeurs sûres qui avaient lancé la vague, il est en train de se casser la gueule et on était en train d'espérer
les prochains qui allaient redorer le blason et qu'on n'allait pas devoir attendre 15 ans ou 10 ans avant de revoir les adaptations. Parce que c'est ce qui s'est passé, hein, entre Superman, Batman, et puis après, t'avais Spider-Man, X-Men. C'est 10 ans qui séparaient les films. Donc, j'ai attendu, mais attends, si ça se casse la gueule, les productions vont freiner à mort et on va attendre encore 10 ans pour revoir de nouveaux super-héros. Or, heureusement que non, il y a eu Batman Begins et l'MCU qui ont très vite enchaîné. Et Hancock sort à peu près à ce moment-là de flou, en fait. Et moi, j'avais les jetons avec Hancock que le genre soit regardisé de nouveau auprès du public, et donc qu'on soit à une période où ça va, les parodies vont pleuvoir parce que les super-héros sont regardés très vite, et donc on peut se foutre de leur gueule. Il y avait des choses ça, et finalement non, le MCU est venu très vite, et ça, il y avait une tendance parodique qui a réussi à cohabiter avec la tendance sérieuse, dans le sens où il y avait des vrais films de super-héros qui débarquaient, mais les parodies ne leur faisaient pas d'ombre. Et donc en coq, j'ai eu un petit peu peur, des fébriles à ce niveau-là. Finalement non, hein. Et finalement le film a réussi à avoir sa carrière peinard, il n'a pas fait l'ombre à Dark Knight comme tu le dis. Donc non, il y a eu le public a su rire avec le film, pas du film. C'est encore, tu vois, comédie, ouais, bon enfant, quoi, c'est une comédie bon enfant. Et se déplacer, et il y avait encore de l'appétit pour des vrais films de super-héros, avec Dark Knight, Batman Begins, Iron Man plus tard, voilà. Ça, c'était ma première appréhension. Et pour Hancock 2, alors je crois que, alors je sais pas si c'était une rumeur ou si ça, tu pourras peut-être vérifier, me démentir ou quoi que ce soit, mais j'ai cru comprendre que, alors, Will Smith n'était pas très chaud bouillant au moment de faire Hancock numéro 1, qu'ils ont failli le remplacer. C'est que c'est le réalisateur qui l'a persuadé de le faire. Genre, Peter Berg lui dit, ah non, mais c'est un film pour toi, ça, pour l'inciter à le faire. Et que maintenant, t'as Will Smith qui est en train de développer le projet, lancer le développement, mais sans réel. Alors, je sais pas trop si c'est. C'est exactement ce qu'a dit Agnos. D'accord. Exactement, mais pour le moment, alors je dirais même qu'il y a. Alors, est-ce qu'il va être producteur? Et justement, le fait qu'il prenne la parole dessus, je pense que ce n'est pas impossible. Mais dans tous les cas, c'est vrai que justement, il n'y a pas de réalisateur pour le moment. Mais on n'est pas à l'abri que ça se mette en chantier. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a Je suis une légende 2 également, qui là, cette fois, est plus en avance. Avec Will Smith également de retour. Donc là, c'est vraiment... Alors, c'est pas impossible, mais après qu'il enchaîne des suites, c'est vrai que ça étonne beaucoup de monde. Comme je l'ai dit par rapport à Je suis une légende 2, Impossible Bad Boys 4, 5 je veux dire. Donc voilà. Et c'est pour ça que ça avait étonné pas mal de monde aussi, parce que justement, quand on parle de Will Smith au départ, on se disait finalement il s'éloigne des projets qui pouvaient avoir des originaux, même collaborer avec des réalisateurs, avec d'autres réalisateurs et de grands réalisateurs. Donc je sais pas où il va où il veut en venir, mais voilà. Et moi j'avais une question aussi pour toi. Donc quelle a été ton approche par rapport à ce film? Est-ce que toi par exemple, de 1, est-ce que tu l'as vu au cinéma? Et de 2, l'as-tu aimé ou pas du tout? Ou alors il t'a fallu plusieurs visionnages par exemple pour apprécier ce film? Voilà, si cela n'a pas été le cas directement au cinéma. Et qu'est-ce que tu en penses en fait aujourd'hui, d'après de nombreux possibles visionnages? Je ne sais pas, tu vas me le dire ça tout de suite, mais voilà, quelle a été ton approche concernant ce film? Alors, je ne l'ai pas vu au cinéma parce que, comme je t'ai expliqué, j'étais très frébile, enfin très très fragile, enfin très. Le film me foutait les jetons. Voilà, c'est ça. Merci. J'arrive pas à l'articuler correctement. Pas de souci. Voilà, et le film, l'ambition du projet me foutait les jetons. C'est qu'on arrivait en fin de vague, et là tu vois une parodie qui sort, qui a l'air d'être un blockbuster en plus.
Et là, je me dis, ah merde, ils sont en train de profiter du fait que les films super-héros sont pas de vitesse pour se foutre de leur gueule. Genre, c'est bon, les super-héros, c'est un guerre, passons à autre chose. On peut s'en foutre. Bah, c'est ce qui s'est passé avec les films catastrophes et t'as eu Yeti la pied de l'avion, quoi. Par exemple, c'est ce genre de truc. Et je l'ai vu très tard le film, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu à la télé, mais alors, quand est-ce je me demande si je l'ai pas vu pendant le confinement. Pour te dire à quel point je l'ai vu très tard. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ouais, je me demande si je l'ai pas vu lors de ça, parce que je me suis empilé, parce que pendant le confinement, on était bloqué à la maison, donc du coup, moi je passais mon temps à mater les séries télé en intégrale, et puis à mater les films que j'ai pas vu au Cinoche. Donc je me demande si je l'ai pas vu là. Mais voilà, la façon dont je perçois le film maintenant, c'est que je jouais mon geek pseudo-rigide à l'époque. À l'époque, je le prenais très mal, genre, si vous aimez ce film-là, vous n'aimez pas les films super-héros. J'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin depuis le temps, parce que en discutant avec des personnes qui avaient vu le film, ça leur a procuré du plaisir, ça les a amusés, donc c'est un petit peu comme avec Big Bang Theory, où je me suis mis très tard parce que j'étais influencé par par d'autres personnes qui se voulaient gagner du temps. Finalement, mon expérience du film, du visionnage, m'a fait dire que, ok, c'est des gens qui connaissent les récits de super-héros, d'une part, il n'y a pas vraiment un regard cynique méprisant, mais plutôt un regard moqueur par rapport au personnage. Parce que je sais pas si tu te rappelles je sais pas si tu as vu le film ou si tu te rappelles la structure du film, mais en gros, tu as tout le monde qui lui, enfin, la structure du film, c'est un mec qui vit mal son état de super-héros. C'est le mec qui, pour ça qu'il devient alcoolique. Après, et en fait, je t'avoue que je l'ai pas vu énormément de fois ce film, hein. Pas de nombreuses fois, donc. Voilà. La structure du film, c'est simplement qu'ils vivent dans un univers de super-héros où tu as des personnages qui ont des super-pouvoirs, dont Hancock, et ce qu'il y a autour, en fait, enfin, il y a autour de lui, en fait, des tas de signaux pour lui dire de redresser la barre. Donc, en gros, c'est une sorte de son oral qui est obligé de se reprendre en main. Et en cela, c'est super-héros le truc. C'est un mec qui est disposé à être un super-héros et qui ne croit plus en lui, qui n'a plus confiance en lui, et qui, suite à initiation, suite à un truc de programme de développement personnel, je sais pas comment expliquer ça, finit par devenir, sans spoiler, quoi. Tu te doutes que c'est ça le cheminement du truc, quoi. Il devient le modèle super-héros que les gens ont besoin. Et par cette structure-là, je me suis dit, bon, ok, c'est moqueur par rapport au perso, par rapport à la situation du mec qui fait les gaffes parce qu'il sait pas trop comment bien agir, quoi. Il y a deux scènes comme ça où si tu as vu le film, tu sais de quoi je parle, c'est on conseille au mec de parler de telle ou telle façon, par exemple au policier. Le mec il débarque et il dit quand la police te dit on a fait ça et ça, tu dis bon travail. Sauf que le mec, il dit certainement plusieurs fois que les flics souhaitent leur gagner, genre, ils se foutent de gueule ou pas, finalement. Et c'est vrai que la façon qu'il a de le dire, c'est vrai que ça incite à se faire, parce que le mec essaye de montrer que c'est bon, il commence à être dans le coup, quoi. Il commence aussi à saisir la situation. Et ce genre mais le décalage avec la façon qu'il a d'en parler provoque l'humour, quoi. Tu te rappelles de ça? Quand il dit bon travail au flic et puis tu te demandes au bout de 2-3 fois là, il est sérieux. Je sais plus, c'est comme je t'ai dit, je l'ai vu, je ne l'ai pas vu de nombreuses fois, donc. Ouais, il me semble que c'est une situation genre de braquage, le mec qui arrive et je crois que c'est la première fois qu'il arrive à Scobre. Ne spoilons pas. Voilà. Pour des personnes qui n'auraient pas vu. Qui n'ont pas vu. Voilà pour les personnes qui n'ont pas vu le film, je conseille le film en étant c'est une bonne comédie de super-héros. C'est un film de super-héros qui respecte les codes. C'est pas une comédie sur les super-héros. C'est pas super-héros movie quoi des frères Williams par exemple. C'est un vrai film de super-héros qui respecte les codes de super-héros, mais avec un personnage qui n'a plus un super-héros qui n'a plus confiance en lui. Imagine un Superman par exemple qui est en pleine dépression, par exemple, ça pourrait le faire. Genre le mec qui croit plus du tout qu'il est capable de sauver des gens, ça pourrait le faire aussi. Encore c'est à peu près pareil. Sauf que c'est Will Smith il fait du Will Smith, quoi. C'est le Will Smith années 2000, qui sort de Bad Boys. Je crois qu'il y avait Air Robot qui était pas loin non plus. C'est ce Will Smith là qu'on a.
C'est pas le Will Smith de Mohamed Ali plus tard, hein, c'est ça que je veux dire. C'est pas le mec qui excelle dans le dramatique, c'est le Will Smith encore qui encore dans les eaux de Men in Black, de iRobot, voilà. Donc ça, c'est un bon film de super-héros avec un versant humoristique. On rit avec lui, pas de lui, c'est ce que je veux dire. On rit avec le film. C'est pas une grosse parodie. Très bien. Merci à toi concernant donc Hancock. Et comme mon invité, n'hésitez pas à regarder Hancock si vous ne l'avez toujours pas vu. Vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas, ne prenez pas trop la tête à vouloir essayer de comprendre, etc. Regardez là, regardez le film, en ayant l'esprit posé, etc. Faire revivre un acteur disparu à l'écran n'a plus rien d'un fantasme de science-fiction. La preuve avec Alien Romulus de Fede Alvarez, où Ian Holm fait une apparition grâce à une technologie permettant de recréer son visage, 4 ans après son décès en 2020. Bien que sa famille ait donné son accord, cette pratique soulève de nombreuses questions éthiques. Robert Downey Jr., sacré aux Oscars en 2024 pour son rôle dans Oppenheimer de Christopher Nolan, a une position ferme sur le sujet. Figure emblématique du Marvel Cinematic Universe, l'acteur affirme que son image ne pourra en aucun cas être exploitée après sa mort, sous peine de poursuites judiciaires. Invité il y a quelques mois dans le podcast One with Kara Swisher, l'interprète d'Iron Man a tenu à clarifier sa position. Je poursuivrai tous les producteurs qui comptent le faire. Même après ma mort, mon cabinet d'avocats sera toujours très actif sur la question. Je ne crains pas que Marvel détourne l'âme de mon personnage, parce qu'il y a 3 ou 4 personnes qui prennent toutes les décisions là-bas, et ils ne me feraient jamais ça, avec ou sans moi. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant ceci. A-t-il raison ou tort? De toute manière, je tenais également à vous rappeler qu'il y a déjà plusieurs mois en arrière, il y avait également Mark Hamill qui avait décidé qu'on n'utiliserait plus son image pour une éventuelle apparition de son personnage Luke Skywalker dans Star Wars pour d'autres projets, et que s'il fallait une apparition de ce personnage, qu'un acteur incarnerait cette fois-ci et non une IA ou autre chose. Car il avait signé des papiers comme l'a fait Robert Downey Jr. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vais tout de suite laisser la parole à mon invité, voir ce qu'il en pense. C'est un sujet encore problématique, clivant, parce que il y a eu pas mal de temps, on n'a pas traité par hasard le truc du doubleur de Alain Dorval pour Stallone. Il y avait eu ça. La fameuse bande-annonce, oui. Voilà, on va traiter. C'est clivant parce que du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y a j'ai vu pas mal de youtubeurs en fait rétropader faire marcher arrière. Genre, parce que ça, c'est un sujet très d'actualité dans le sens où les acteurs ont fait un mouvement de grève par rapport à ça l'an dernier. Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, mais c'est par rapport à l'AI, quoi. Et donc c'est concrètement, avec l'AI, voilà ce qu'on peut faire. Les doubleurs en France sont pleins de ça, ont combattu ça parce qu'ils utilisent déjà ça au boulot en fait. Donc, concrètement, ils voient ce que ça, les rappellent ce que ça fait. Donc j'ai vu pas mal de youtubeurs, je ne citerai pas leur nom, qui ont rétropédalé parce que alors pour expliquer le contexte, ils étaient à fond avec le mouvement de grève des acteurs et scénaristes par rapport à ça. C'est si ils perdent, c'est l'apocalypse et tout. Et au moment où ce truc du doublage se fait, il rétropédale dans le sens où finalement c'est une bonne utilisation de la vie. Quand on peut retrouver peut-être la voix des doubleurs, ça permettrait d'avoir la vraie voix des acteurs en français. J'ai trouvé ça horrible en fait. C'est pour ça que je fais. C'est pour ça que je fais. C'est un truc qui est pas, c'est quelque chose qui n'est pas réglé actuellement. Donc ça appelle à être régulé. Donc là, l'opinion de Robert Downey Jr., je la comprends parfaitement. Je dirais,
c'est une question. Il veut préserver son image après sa mort. Bah oui, pour moi c'est le minimum syndical, quoi. C'est la condition sine qua non. Donc je comprends parfaitement. Parce que on a eu d'autres cas où c'était pas possible parce que ça n'avait pas été réglé. Je pense à un Brando dans Superman Returns où où ce qui a été fait, c'est qu'on réutilise des chutes non exploitées dans le film Richard Donner pour donner corps au personnage dans un film contemporain. Du coup, ils en sont sortis comme ça. Pareil avec Brandon Lee dans The Crow. Ils ont pas magouillé, mais ils se sont débrouillés avec des doublures que l'on voit dans la pénombre et des chutes d'extraits qu'on fait à peu près. Pour donner l'illusion, pour The Crow, je rappelle que Brandon Lee n'a pu tourner que un quart des scènes et pour que le restant, en fait, ils se sont démerdés en changeant de script ou c'est juste en filmant des trucs hors champ. Et pareil pour Fast and Furious. Alors moi, celui-là, c'est spécial, je dirais, malaise, dans le sens où Paul Walker donc meurt après avoir tourné un tiers. Le problème c'est mais comment on fait pour les deux tiers suivants, vu que son personnage normalement son personnage devait faire tout le film en fait, mais vraiment c'est le personnage secondaire important. Il meurt au bout d'un tiers du tournage, comment faire? Et la solution qui a été choisie, c'est on casse les deux frangins qui lui ressemblent vaguement. En fait, on va les faire jouer pour avoir le personnage visible à l'écran. Et après, sinon, il me le synthèse. Mais là, c'est super malaise. Il y a un plan en fait où tu vois qu'en fait où c'est pas Paul Walker, où c'est vraiment une animation par ordinateur. Ça posait problème. Après, tu sens l'ambiance, tu sens l'intention, c'est de Vin Diesel, c'est au moins un plan où on les voit ensemble, donc c'est compréhensible, mais le résultat à l'écran, c'était malaise, parce que le personnage n'est pas là, enfin le personnage est là, mais tu sens que l'acteur n'est pas là, donc c'est malaise. Pour en revenir à Robert Downey Jr., je comprends parfaitement, mais c'est un truc à appeler à être régulé, ça. C'est que j'imagine très bien un acteur mégalo comme pas possible, qui voit dans la I une opportunité de je vais pouvoir encore donner mon corps après ma mort. C'est genre il y a ça en littérature. Hein. Mais dans les faits concrètement, ce sera super difficile aux producteurs de concrétiser ça. Parce que je pense à ça avec des contrats la MGM en ce moment qui fait je veux pas griller une news, je sais pas trop si tu veux en parler par rapport la semaine prochaine. D'accord. Donc je veux pas griller une news, je veux parler de ce qui était avant le rachat. La MGM avait des conditions dans les contrats, mais très strictes. C'est pour ça que pas mal d'acteurs se sont barrés. Sean Connery s'est barré en fait au bout de 5 films parce que simplement il pouvait pas faire autre chose en fait. Vraiment, les conditions de contrat avec MGM, enfin à l'époque c'était United Artists, c'était tellement strict, mais c'est la même famille, c'est la famille Broccoli hein, qui avait les droits. Ils pouvaient rien faire. Donc si un acteur réussit à faire un contrat suffisamment strict avec la production, il y a peut-être moyen que il est à mal. Je pense à ça, je pense à ce que Lucas a fait sur Star Wars par exemple. Le mec a fait un contrat tellement strict avec Disney que les mecs finalement ils peuvent rien faire quoi. C'est d'où le chambardement. Ils peuvent pas éditer les auditions originales parce que c'est inclus dans le contrat que Lucas ne veut pas. Pour Lucas, le Star Wars là définitif, c'est le Star Wars édition spéciale. La version 77 n'existe pas. Enfin vraiment, il y a des trucs comme ça. Donc si un acteur réussit à établir un contrat suffisamment compliqué pour la production, il y a tellement moyen que ça se passe. Mais je comprends parfaitement que ça puisse être clivant. Mais il va falloir bien. J'appréhende juste le moment où va y avoir un basculement. J'appréhende ce moment-là en fait parce qu'il y a. Là, il y a. Quand un acteur meurt en cours de tournage, parce que maintenant il y a le cas de plusieurs fois là, quand un acteur meurt en cours de tournage, est-ce qu'on recaste ou pas? Genre Heath Ledger dans le film de Gilliam,
qui meurt pendant le tournage, qu'est-ce qu'on fait? On casse ou pas? La solution qui a été faite, c'est que on réécrit le personnage pour qu'on puisse recaster le personnage plusieurs fois. On se retrouve avec 4 acteurs qui interprètent le personnage parce que l'acteur initial est mort. Mais pour d'autres films, comment on fait? Concrètement, comment on fait? Donc, je peux comprendre la production qui est encline. Ah bon, bah on va finir le film via AI. Parce que il y aurait un côté, si on recaste le personnage parce que l'acteur principal meurt, ouais, mais il y a, j'imagine un petit peu la production, c'est ce qui se passe aussi avec Black Panther, continuer Black Panther, oui, mais c'est un acteur principal parce qu'il est mort, mais on peut pas recaster le mec parce que l'acteur était trop attaché au projet de base. Mais le problème, c'est que s'il recaste le gars, ça fait comme si on insultait en fait l'acteur principal. Enfin, tu comprends un petit peu le problème qui est là, quoi. Évidemment, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. C'est pour ça que Ouais. justement cette news est là. Donc, le fait que je trouve même que Robert Downey Jr. Se battre contre ça, eh ben, moi, en tout cas, je suis tout cœur avec lui. Je sais pas, si vous également. Dans tous les cas, il a raison de se battre ainsi. C'est comme je vous l'ai dit précédemment, Mark Hamill également a signé comme quoi il n'avait pas le droit d'utiliser son visage en IA. Donc, en tout cas, affaire à suivre. Est-ce qu'il va gagner? Voilà. En tout cas, dans tous les cas, il n'est pas en procès, hein, bien évidemment. Mais sachez une chose, c'est que voilà, il refuse qu'on utilise. Et si tout d'un coup, on risque de retrouver une image de lui, ben voilà, ses avocats sont prêts à attaquer. Voilà, tout simplement. Après Killer of the Flower Moon, Martin Scorsese était attendu aux commandes d'un biopic sur Frank Sinatra, ainsi que de l'adaptation cinématographique de The Life of Jesus de Shusaku Endo. Pourtant, en octobre dernier, le cinéaste légendaire a surpris en annonçant la mise en pause de ces deux projets. Un nouveau projet de taille vient d'être révélé pour le réalisateur. Martin Scorsese s'attaquera à un film sur la mafia hawaïenne, porté par un casting prestigieux comprenant Dwayne Johnson, Emily Blunt et Leonardo DiCaprio. D'après Deadline, ce thriller policier prendra place à Hawaï entre les années 60 et 70 et s'inspirera d'une histoire vraie. Il suivra l'ascension d'un chef mafieux charismatique et redoutable, déterminé à bâtir l'empire criminel le plus puissant de l'île. Pris dans une lutte acharnée contre les entreprises du continent et les gangs rivaux, il devra également se battre pour préserver la terre de ses ancêtres. Dwayne Johnson et Emily Blunt, déjà partenaires à l'écran dans Jungle Cruise et le prochain film indépendant de Benny Safdie, The Smashing Machine, sont à l'origine du projet. Séduits par leur idée, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio ont immédiatement adhéré au concept. Ensemble, ils ont fait appel à l'auteur et réalisateur Nick Bilton pour en écrire le scénario. Qualifié de projet comparable à Les Affranchis et Les Infiltrés par ses producteurs, le film est actuellement en quête d'un distributeur. Toujours sans titre, il sera produit par Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Danny Garcia, Lisa Frechette et Rick Yorn. Aucune date de début de tournage n'a encore été communiquée. N'hésitez pas à me dire si ce projet vous intéresse. Martin Scorsese, qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là? Avez-vous aimé ses films précédents? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais tout de suite la parole à mon invité. Le cinéma, Martin Scorsese attend Les Affranchis, Casino. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je connais aussi un film. Un tombeau ouvert avec Cage. Je sais pas si tu as entendu parler. C'est un film qui se passe de nuit principalement. Nicolas Cage incarne un ambulancier qui est insomniaque. Et le film entier repose sur un truc du genre là. Est-ce que parce que c'est en fait c'est le mec n'arrive pas à dormir, donc il prend que le service de nuit. C'est le concept du film. Hein. Et donc il se passe que le mec, est-ce que les visions qu'il a sont réelles ou c'est juste en fait son état d'insomnie qui lui fait ça? Et parce que tout le film repose sur un truc en genre
est-ce que tape un tombeau ouvert sur Google pour voir un petit peu de quoi je parle, parce que c'est très dur à décrire. C'est une expérience visuelle, hein. C'est une expérience vraiment artistique, enfin une expérience vraiment intense, c'est dramatique. Et c'est Scorsese qui faisait ça. C'est Nicolas Cage, fin 90. Je crois que t'as John Goodman aussi qui interprète le partenaire de Nicolas Cage. Enfin, c'est pour te dire voilà, Scorsese c'est un gros monsieur, le cinoche. Maintenant qu'il a look de papy, parce que je vois je vois le visuel, bah oui, il a vieilli. Mais ouais, je suis pas aveugle, je vois il porte son âge hein, quand même, le monsieur. Bien sûr. En 2025, il a commencé les années 70, voilà, donc c'est pas pour manquer de respect, c'est simplement que je suis pas aveugle. Mais c'est un grand monsieur du cinoche, c'est un mec qui compte dans le paysage cinématographique. Le problème que le monsieur a, c'est que le même que Coppola, même que Lucas, Spielberg et compagnie, enfin je crois que il est pote avec Nolan, si j'en crois les déclarations qu'il a. Il soutient Nolan en tout cas. C'est un je vais pas être taquin, mais c'est de lui que vient l'expression que le Marvel c'est pas du vrai cinéma. Voilà, c'est de lui que vient de ça. Parce que le monsieur se fait vieux maintenant, et il a du mal à trouver des budgets. Sauf que le mec veut des budgets de 200 millions, il veut pas des petits budgets, il veut vraiment des budgets mastoc, quoi. Et il est dégoûté de voir que, mais comment ça se fait que, moi, Scorsese, je ne peux pas avoir, bah oui, mais 200 millions, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il faut quand même faire les gros. Et ces films, là où ça gêne, c'est que, enfin, 200 millions, Nolan les a pas, il n'y a pas de souci, c'est que ce qui gêne pour le producteur, c'est que ces films marchent de moins en moins. C'est le souci qu'il y a. Et du coup, le mec comment dire, ronchonne un petit peu, gueule pas mal, parce que il n'arrive pas à avoir de budget, mais ces films marchent de moins en moins, je dirais. Finir de fleurir nous, le dernier là, à la base, c'est un streaming. C'est un film streaming, c'est un film d'Apple TV qui est sorti au Cinoche juste parce qu'en fait, il n'y avait pas le droit de blockbuster. C'est fin de grève des acteurs, hein, on était encore dans cette condition-là. Sauf que voilà, c'est Scorsese, et le mec a une carrière derrière lui, quoi. Après, pour le film en lui-même, alors, moi, quand j'ai vu la liste, j'étais mort de rire. Donc, Scorsese est tellement dans la mouise qu'il écoute les conseils de The Rock, de Dwayne Johnson. C'est comme ça que j'ai pris, moi. C'est le mec, il cherche tellement à avoir du budget que le seul moyen qu'il en ait, c'est d'écouter les conseils de Dwayne The Rock Johnson. J'aimerais bien avoir un détail sur à quel moment le mec a parlé avec lui. Est-ce que c'est en cours de soirée, comme ça, en cours de boîte les agents de Scorsese présentent The Rock et The Rock vient le voir. Et écoute, Marty, j'ai un super projet, tu vas voir, tu vas me dire des nouvelles. Et Scorsese, il a dit oui, ok, on signe. Enfin, vraiment, j'aimerais bien. Parce que les deux évoluent dans deux univers totalement différents. L'un, c'est dans le film dramatique intense, l'autre, c'est dans la comédie familiale, qui plus est. Donc, je n'arrive pas à voir dans quelles circonstances les deux ont pu se rencontrer. Mais après, je suis médisant parce que peut-être que c'est le titre qui accroche le plus, peut-être que c'est Emily Blunt qui, alors elle, je la vois bien rencontrer Scorsese, pas de souci, qui est peut-être des talents scénaristes que je ne connais pas, et qui du coup a peut-être rencontré Scorsese et qui a mis Dwayne Johnson dans le coup. Parce que là, à première vue, curieux de voir le truc, curieux de voir l'histoire, parce que je m'attends à un film ovni, à première vue. Mais je suis d'accord, mais Dwayne Johnson, il a, alors, je sais pas si tu connais au début de sa carrière, Snosh, parmi ses premiers films, t'as un certain Southland Tolls, qui est réalisé par Richard Kelly, je crois, si je ne me trompe pas le nom. C'est le réal de Southland Tolls, c'est le réal de Denis Darko. Et en fait, dans Southland Tolls, c'est un trip à la David Lynch. Dwayne Johnson est très très bon. Il a qu'un un flic peureux. De dire que le mec était très bon. Tu t'imagines la grosse montagne de muscles qui, finalement, sur le terrain, allait chocotte. Il le joue très très bien. Il joue avec son image, si tu veux. Il joue avec son image. Sur le coup, il fait très très bien. Il est super. Sur le coup, vraiment, il est super acteur. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est peut-être l'occasion pour Dwayne Johnson. Après, il a sa maison de production. Donc, ouais. je me dis, est-ce qu'il y a ça qui joue aussi, tu vois? Ouais, y a pas de souci. Moi, je m'attends à un truc ovni dans lequel Scorsese, bah du coup,
Scorsese va montrer Dwayne Johnson va lui apprendre. Je veux lui montrer comment on va jouer. Je veux t'apprendre comment on joue pour de vrai. Enfin, tu vois un petit peu le truc. C'est un vrai Dwayne Johnson qui travaille avec un vrai réel. C'est pas. Je m'attends à ce que ce soit. Je m'attends à un truc un petit peu spécial. Quoi. Tout le monde qui se fout de la gueule de Dwayne Johnson et finalement, oh, putain, il peut être bon acteur quoi. Mais je m'attends à ça. Je m'attends à un truc ovni dans lequel Scorsese va mettre tout le monde au pas et donner une belle performance. C'est un réel d'acteur. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs aiment travailler avec Scorsese parce qu'ils savent très bien que le mec va les écouter. C'est ce qui s'est passé avec les Infiltrés, avec DiCaprio, Mark Wahlberg, je crois, ou Matt Damon. Enfin, je crois que c'est Matt Damon ou c'est Mark Wahlberg, je sais plus. Les Infiltrés. Il y a une Hudson dedans. Enfin, tu vois le film que c'était. Il y a une grosse plate d'acteurs et tout le monde joue superment bien. Je m'attends à un truc dans ce style parce que c'est un mec qui a fait bosser De Niro, qui a fait bosser Pacino, qui a fait bosser de Pesci, qui a donné à Charleston l'une de ses meilleures interprétations avec dans Casino. Donc voilà, c'est un mec, il sait faire jouer les acteurs. Il sait faire jouer. Donc avec Dwayne Johnson, je m'attends à ce que le mec apprend à bien jouer. Tout simplement. Eh bien, merci pour tes mots, mon cher Mulder. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec lui concernant voilà, Dwayne Johnson, le fait qu'il y aura une collaboration entre Monsieur Scorsese, lui-même, Emily Blunt, etc. Donc, affaire à suivre, je dirais. Et pourquoi pas, ça peut être un projet intéressant, intriguant. Soyons à l'affût. Merci d'avoir été là, cette émission est terminée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la 50e de la Rafchal Info. Je vous embrasse, prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous.